Maria, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Je vous remercie d'autant plus chaleureusement que vous avez accepté de vous prêter à un exercice dans un temps qui n'est pas celui dans lequel vous intervenez d'habitude. Je vous demande à toutes et à tous toute votre plus bienveillante attention et je vous remercie encore. À vous, Maria. Je vais vous raconter comment je suis passée de vouloir mourir à vouloir le tuer et à lui dire merci. Quoi que je fasse, c'est jamais bien. Au téléphone, il est distant. Je ne sais pas pourquoi. Il a oublié de me souhaiter mon anniversaire. J'ai recommencé à fumer. Je dors mal. J'ai maigri. Il ne veut plus qu'on s'appelle pendant la journée. Je ne le reconnais pas. Je ne comprends pas. Les mois passent. J'ai un étau dans ma poitrine. Une douleur qui ne part pas. Ça me fait peur. Quand je fais la vaisselle, je dois mettre à égoutter les couverts la tête en bas. Sinon, ils s'abîment. Je suis triste. Je pleure tout le temps. C'est un cauchemar. Je voudrais sortir de ce truc, mais ce n'est pas possible. Je n'en peux plus. Je fais une dépression. Le traitement m'enferme dans une camisole chimique. Je ne peux même pas pleurer. Mon cœur bat bizarrement. J'ai peur. On va me trouver morte sur mon canapé. Ma vie, c'est plus ma vie. Je suis seule. C'est une solitude effrayante. Je veux que ça s'arrête. J'ai encore maigri. J'ai une sensation de fuite, comme pour m'échapper de quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Rien ne change. Toujours ma boule de pétanque dans ma poitrine et mes angoisses. Je vais mal, en mode survie. Je sens la mort à l'intérieur de moi. Quand je rentre à la maison, c'est comme si je rentrais dans ma tombe. 1 an est passé. J'ai encore maigri. 36 kilos. J'ai pleuré en me regardant. Mon corps me porte à peine pour marcher. Je me demande si la confusion que j'ai dans ma tête et le ruminement incessant, ce n'est pas le début de la folie. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je suis fatiguée, très fatiguée, épuisée. Je veux mourir. Je veux disparaître. Je m'éteins de l'intérieur. Je vais vers un psy. Il met un nom. Manipulateur. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Je vais sur Internet et là, je le vois. Enfin, je comprends. Je ne sais pas pourquoi, je me sens sale. Je me lave plusieurs fois par jour. Je ne sais pas pourquoi. Je pars le mois prochain. Je suis soulagée, mais en même temps, une sensation d'effondrement intérieur, une sensation de tomber dans un vide angoissant, comme un néant qui n'en finit pas. Je ne réalise pas, comme anesthésiée. Je crois que mon cerveau a fait sauter le disjoncteur pour pas que je pète un câble. C'est la survie jour après jour. Et évidemment, mon histoire n'a pas commencé comme ça. J'ai eu un tsunami de séduction, tout à la fois. Les soirées, les dîners, les fleurs, les petites intentions. J'avais l'impression, quand je marchais avec lui dans les rues de Vannes, il y avait un tapis rouge qui se déroulait devant moi, avec les pétales. C'était incroyable. Quand j'ai commencé à le présenter autour de moi... C'est pour l'enregistrement. Ah, quand j'ai commencé à le présenter autour de moi, on m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance! Tu as trouvé la perle rare. Tu mérites un homme comme ça. » Ça a conforté ce que je vivais au quotidien. Et l'image qu'il me renvoyait de moi, elle était magnifique.
J'ai fini par intégrer que, en fait, ce n'était pas une image. J'étais vraiment comme ça. J'étais la 8e merveille du monde. Et personne n'avait vu ça sauf lui. Ben, je le garde. Et c'est comme ça que je me suis installée dans ce nuage rose bonbon depuis le temps qu'il m'en parlait, que ça serait toujours comme ça. Quand je suis arrivée, j'ai déposé au pied du prince mes valises et mes yeux, parce qu'à partir de là, je veux lui faire une confiance aveugle. Mais le prince insiste, rayon biscuit à Carrefour. J'ai vécu un conte à l'envers. Dans les contes, il y a une princesse qui trouve un crapaud par terre, elle l'embrasse, il y a un prince qui apparaît. Moi, j'ai trouvé le prince. Et à partir du moment que j'ai commencé à l'embrasser, il est devenu crapaud. Et plus je l'embrassais, et plus il devenait crapaud. Et je m'excuse auprès des crapauds. La première chose qu'il va faire, il va me mettre le doute sur des choses anodines. La date, le lieu, l'heure. Moi, j'ai dit 15 heures, il a dit 16. Quelle importance. Une fois qu'il a vérifié que je lui fais une telle confiance, il va s'attaquer à me mettre le doute dans mes valeurs, mes relations, mes amis. Avec des phrases au quotidien. Je ne comprends pas quelque chose, il va me dire, avec un minimum d'intelligence, tu comprendrais. Et là, mon corps a commencé à parler. Il a fini par hurler. C'est très difficile de partir. Je me suis diluée dans cette relation. C'est comme si vous prenez un verre d'eau, vous mettez une goutte d'encre rouge, elle disparaît. Pourtant, elle est là dans le verre. Alors la question c'est, si je suis lui et je le quitte, qui suis-je? J'ai fini par aller voir un psy. Il aimait beaucoup parler avec des images. Ça me convient. Il m'a dit, Madame, vous avez une bernique sur le dos. Et la bernique fait croire au rocher que le rocher ne pourrait pas vivre sans la bernique. C'est la première fois que j'ai pris conscience que je n'étais pas la bernique. Quand on découvre ça, j'étais très en colère envers lui, mais aussi envers moi-même. Je m'en voulais beaucoup quand j'ai découvert tout ça. Et là arrive l'envie de vengeance. Je me suis vengée. Moi, je faisais tout à manger à la maison. La brioche de matin, les madeleines, le midi, la soupe de soir et le pain. À partir de là, il a mangé des boîtes, tous les jours. La baguette, Intermarché. Et ailleurs en nature, c'est très bon pour la santé. Et j'ai fait ma Pretty Woman à Vannes. J'étais dans toutes les boutiques et j'ai tout dévalisé. Mais la vengeance, ça fait du bien. Mais ça ne change rien. Je voulais rencontrer des femmes comme moi qui avaient vécu ça. J'ai fait un groupe de parole sur Vannes. C'était extraordinaire. On m'a cru. J'ai découvert que j'avais été victime aussi. C'est très important. Pendant tout cela, j'ai commencé à lire des livres pour comprendre son fonctionnement, mais aussi mon fonctionnement. Parce qu'avant, j'étais dans être aimé pour résister. J'avais besoin qu'il ait besoin de moi. Après le groupe de parole, mais pourquoi, comment ils sont commencés à venir? Pourquoi je ne retrouve pas la confiance en moi? Et comment faire? J'étais sur Internet. J'ai aussi beaucoup lu des livres, énormément. Tous les livres de Laurent Gounel, Frédéric Lenoir. Il y avait aussi un livre qui s'intitulait « Un merveilleux malheur ». Je me suis dit n'importe quoi. Si c'est un malheur, ça ne peut pas être merveilleux. Je l'ai quand même acheté. C'était Boris, j'arrive jamais à dire son nom. Voilà. J'étais sur Internet voir des conférences. En espagnol, en français et en anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais, mais j'en ai lu pendant des heures les sous-titres. Et toutes ces personnes qui ne se connaissaient pas, ils disaient la même chose. Et ils disaient des choses bizarres. Ils disaient... il faut sortir de sa zone de confort. Ça, je pense que j'ai fait, hein, ça y est, j'ai tout. Il faut lâcher prise. C'est bon? Il faut vivre le moment présent. Je suis là, je ne peux pas être ailleurs. Donc, c'est ça. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Mais moi, ce que je voyais, c'est que ces personnes que je voyais en conférence,
Elles débordaient de vie, de joie de vivre. Elles avaient un bien-être à l'intérieur d'elles incroyable. Et moi, je me disais, mais comment elles sont faites pour arriver là? Comment elles sont faites? Je voudrais aller là. J'ai continué à lire les livres et les conférences. Et j'ai fait ce qu'il disait, malgré que je n'en avais aucune envie. Il disait, il faut aller se connecter à la nature, aller marcher dans les bois. Ouf, j'ai pas de bois à côté de chez moi. Ou alors à la mer. Ah, j'ai Conlo, le plus bel endroit de Vannes, à 5 minutes. J'y allais 2 fois par semaine, 1 demi-heure. Je n'ai jamais été aussi ponctuelle à l'aller et surtout au départ. Je prenais mes lunettes de soleil et mon paquet de cigarettes. Pas pour le soleil, les lunettes, parce que j'allais pleurer. C'était interminable cette demi-heure. Et quand je rentrais chez moi déjà en pleurs, je me disais, à quoi ça sert? Je suis pareille quand je suis partie, ça sert à rien tout ça. Mais je me suis fait violence vraiment pour retourner à Conlo. Oui, jusqu'au jour que j'ai découvert que j'avais dépassé l'heure de 10 minutes. Tout ce chemin faisant, un jour, ce qui devait arriver arriva. J'ai fait la plus belle rencontre de toute ma vie, celle avec moi-même. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que j'ai commencé à m'aimer, à me respecter, à être bienveillante avec moi-même, à me faire plaisir, à arrêter de me juger et par la même occasion d'arrêter de juger les autres. J'ai aussi arrêté les attentes. Avant, quand j'ouvrais la porte à quelqu'un les bras chargés et qu'elle ne disait pas « merci », mon mental me disait « ouais, les gens ne sont pas bien élevés, ne dis pas merci, ça ne donne pas envie de... » Aujourd'hui, je continue parce que c'est comme ça que je conçois la vie, ça me rend heureuse. Je suis bien à faire ça, en accord avec moi-même. Oui, toutes ces personnes qui disaient des trucs bizarres, aujourd'hui, je suis là. Je suis au moment présent. C'est donner de la présence là où on est et ce qu'on fait. Le lâcher-prise, c'est vraiment laisser venir ce qui vient dans la vie et laisser partir ce qui doit partir. J'ai arrêté de faire des bras de fer à la vie parce qu'elle gagne toujours. Et la personne aussi qui disait le bonheur, c'est un choix. Oui, je ne sais pas quel jour ni à quelle heure, mais j'ai choisi le bonheur à l'intérieur de moi. Tout à fait. Je suis responsable de mon bonheur. J'aime beaucoup les citations qui m'ont beaucoup aidée. Il y en avait une qui disait « Mettez votre vie entre des bonnes mains, les vôtres ». C'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai passé ma vie avec un verre à la main, en mendiant un petit peu d'eau pour étancher ma soif d'amour. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma source à l'intérieur de moi. Je peux éventuellement donner un verre d'eau à quelqu'un tout en lui disant qu'elle aussi est là, sa source à l'intérieur d'elle. Ça m'a amené à une transformation de chenille en papillon. Mais on ne fait pas un papillon en collant des ailes sur une chenille. Il faut passer par la chrysalide. C'est un moment de solitude incroyable. C'est très déroutant. Il faut rester assez longtemps pour la transformation. On m'a demandé qu'est-ce qui t'a fait tenir. La mémoire éphémère. Les yeux de quelqu'un qui me dit « tu es forte, tu vas y arriver ». Quelqu'un qui me prend dans les bras et qui me dit « je compte sur toi, je te fais confiance ». Je ne vais pas bien, bouge pas, j'arrive. J'étais me ressourcer dans tous ces moments-là. Et encore, quand on sort de là et qu'on est devenu un papillon, il faut que quelqu'un croie en vous. Il faut que quelqu'un vous fasse confiance avant vous-même. Moi, c'est Maryse Flocon. Elle a vu mes ailes avant moi. C'est grâce à elle que j'ai fait mon premier envol. Et j'arrive au moment que je dois lui dire merci, parce que si je n'avais pas vécu cette expérience, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, du tout. Il était là pour me montrer qui j'étais vraiment. C'était un miroir. Et dans ce miroir, j'ai vu à quel point je ne m'aimais pas, à quel point je ne me respectais pas, et à quel point je n'étais pas bienveillante avec moi-même et je n'étais pas ma priorité. Voilà. Donc, merci à la vie
pour avoir vécu cette expérience. Et tout ça, ça m'a amené aujourd'hui à passer d'être aimé pour résister à être respecté pour résister. Merci de votre écoute. Merci à vous, Maria. Merci pour toute l'énergie positive que vous avez su transmettre. Et l'exercice est vraiment paradoxal, puisqu'en même temps, vous avez eu des mots très durs. Vous nous avez retracé un parcours intime très fort. Et vous avez réussi à le faire, non seulement avec de l'humour, mais à nous faire repartir avec cet effet un peu bizarre dont vous parliez tout à l'heure. Et pour ça, merci beaucoup, encore une fois. Effectivement, ce parcours intime, il est difficile à appréhender et nous avons besoin du secours de la théorie pour pouvoir aussi, nous, l'appréhender d'une façon plus complète, l'appréhender de façon professionnelle sur nos pratiques quotidiennes. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Cynthia Guarnaccia, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Guarnaccia est maîtresse de conférences en psychologie clinique. Elle est elle-même psychologue. Elle dirige le département de psychologie en codirection et notamment le parcours violence, risque et vulnérabilité, psychologie criminologique et victimologique. Madame Guarnaccia, vous avez travaillé notamment sur les facteurs de victimisation. Vous avez travaillé aussi sur les facteurs de récidive pour les jeunes délinquants. Vous allez, et je vous en remercie par avance, nous donner quelques jalons théoriques, nous donner également quelques aspects saillants de la problématique que nous avons choisi d'aborder tous ensemble aujourd'hui. Je vous remercie encore très chaleureusement pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Comment on s'organise du coup pour le diaporama? Eh bien, je vais passer les slides. Vous me faites un petit signe? Très bien. En attendant du coup de la mise en place du diaporama, c'est moi qui vous remercie, qui remercie l'ensemble des organisateurs pour avoir pensé à moi pour cette journée, ce forum. C'est vrai que c'est particulièrement difficile d'intervenir après un témoignage parce que de fait, de mon point de vue d'enseignant-chercheur, de praticien, de psychologue, l'impression c'est que tout a été dit. Je n'ai rien à rajouter, merci Maria. Vous avez parfaitement décrit l'ensemble du phénomène. Ce que je vais chercher à faire, du coup, en essayant de respecter le temps qui m'a été donné, c'est quelque part de retracer un peu un fil rouge autour des différents concepts qui ont déjà été évoqués pour y poser des modèles, des théories, des concepts qui, j'espère, pourront aider du coup les professionnels à faire sens autour d'expériences, autour de récits, autour de situations qu'ils rencontrent au quotidien. En réalité, les experts, c'est vous, c'est pas du tout moi qui regarde ces phénomènes-là un peu d'un point de vue détaché, séparé. Je lis, je rencontre des personnes, je rencontre des professionnels, je rencontre également des victimes et des auteurs, car comme il a été dit, je peux travailler autant du côté victimologique que du côté criminologique, donc je rencontre des agresseurs et des victimes, mais après, ce qui fait sens, c'est bien évidemment votre expérience. Je vous redis pas de l'urgence et de l'importance de travailler sur ce phénomène, parce que ça a déjà été évoqué en introduction de cette journée. Les chiffres sont criants, parlants. Ils nous disent que c'est un phénomène qui existe, qui a toujours existé, qui, malgré l'intérêt qui est porté, qui le rend plus visible, continue d'augmenter. C'est des chiffres qui nous disent que le problème n'est pas uniquement un problème circonscrit qu'on pourrait regarder en pensant uniquement à une sphère intime, familiale, mais qu'il faut qu'on regarde ça d'un point de vue plus général, d'un point de vue social, pour essayer de mieux comprendre les enjeux de ce type de phénomène.
En réalité, la majorité des études auxquelles nous pouvons avoir accès aujourd'hui, des chiffres, des statistiques, ont une grosse limite aussi, c'est qu'ils nous parlent des violences subies dans la sphère familiale, conjugale. On verra un petit peu les différences, notamment dans les 12 derniers mois. Vous retrouvez toujours cette étape. Les 12 derniers mois, il y a eu tant de situations, tant d'agressions, tant de victimes qui se sont déclarées, qui ont porté plainte. Ce qui est moins visible derrière ces statistiques, c'est ce qui se passe tout au long de la trajectoire d'une vie de ces personnes et les expériences de répétition et de traumatisation multiples auxquelles ces personnes sont exposées très souvent avant d'être prises en charge, parfois malgré une prise en charge, ce qui nous parle aussi, si on regarde de l'autre côté de la médaille, des récidives et des difficultés du coup qu'il peut y avoir à interrompre une trajectoire de violence agie du côté des auteurs. Autre petite pièce à rajouter à ce puzzle, c'est la complexité qui est rajoutée par le fait d'avoir à travailler et à prendre en charge, à accompagner également les enfants qui sont victimes à plein titre de ces situations de violence. On sait que 85% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères, et donc que ces familles-là exposent les enfants à un certain nombre de situations qui vont marquer leur trajectoire de vie, autant d'un côté d'une vulnérabilité pour des expériences de victimation plus tard, autant du côté de la mise en place de systèmes d'imitation et d'intégration de schémas d'agressivité qui pourraient se reproduire. Ces violences représentent donc un enjeu sociétal et également un enjeu pour les professionnels. Une des premières tâches sur laquelle j'aimerais revenir, c'est celle de définir ce phénomène. Vous me direz, on travaille dans ce champ-là, on sait très bien de quoi il s'agit quand on parle des définitions, mais en réalité, quand on regarde la recherche scientifique sur ces thèmes-là, le consensus sur les mots n'est pas encore atteint. Et en réalité, on sait très bien que c'est les mots qui définissent ce de quoi on parle. Et parler de violence conjugale ou de violence domestique ou de violence intrafamiliale, de violence de genre, ce n'est pas exactement la même chose. Parfois, on peut risquer de ne pas se comprendre entre professionnels si on parle de la même chose, mais qu'on la définit et qu'on la nomme différemment. Parfois, on peut se rendre compte que le fait de nommer différemment les choses nous donne une tendance à regarder ces événements-là, ces choses-là, d'une manière différente. Il y a en particulier deux prismes sur lesquels on devrait se focaliser. D'une part, celui qui tente de nommer ces violences-là en tant que violences conjugales. Violence conjugale, violence faite aux femmes, violence de genre, oui, mais ça enferme quelque part ces violences-là dans une sphère quasiment privée, intime. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué l'attention des chercheurs et des praticiens sur ce phénomène-là. C'est quelque chose qui relève du fonctionnement de ce couple-là, du fonctionnement de ce binôme, de cette famille, au sens plus large parfois. Et c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler au sein même de la famille. C'est vrai, certes, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. À l'opposé, on va plutôt parler de violences sexistes, de violences sexuelles, ce qui englobe certaines violences qui sont faites au sein des familles, mais également des violences que les femmes et les hommes peuvent subir au-delà des murs domestiques, au-delà de la sphère familiale. Dans la littérature nord-américaine, on a également une autre définition, une autre appellation qui est celle de IPV, Intimate Partner Violence, donc violence dans les relations intimes, ce qui permet d'élargir à tout partenaire intime, peu importe la temporalité aussi de cette relation. Et on a ce terme un peu plus large de violence intrafamiliale. Très souvent, quand on parle de violence intrafamiliale, la première chose du coup qui est évoquée à l'esprit, c'est les violences faites sur les enfants. Et du coup, on perd un petit peu ce côté de violence faite aux femmes. Donc attention à comment et à pourquoi on utilise certains termes à un moment donné. Moi, ce que j'aime vous proposer, ce que je voulais vous proposer ce matin, du coup, c'est une définition quelque part plus large, plus inclusive, qui va pointer sur certains facteurs sur lesquels je reviendrai tout de suite après. Cette définition est une définition issue du Centre de recherche interdisciplinaire sur les violences familiales canadien du Québec, qui nous parle de la violence comme d'un exercice abusif de pouvoir par lequel un individu en position de force cherche à contrôler une
d'une autre personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans un état d'infériorité et de l'obliger à adopter des comportements conformes à ses propres désirs. Cette définition, du coup, ne se limite pas aux conduites individuelles, mais rassemble des systèmes plus larges dans lesquels ce pouvoir peut s'exercer. Et je vous invite, du coup, à faire vous-même le lien avec le témoignage qu'on vient d'entendre. Si on cherche à décortiquer du coup cette définition et notamment cette notion d'exercice abusif de pouvoir, on peut remarquer qu'il pourra se déployer du coup sur un panel de types de violence, de modes de mise en place de ce système de violence qui vont être très variables. On a des violences de type émotionnel, qui vont prendre forme de commentaires, de moqueries, de petites remarques gênantes qui se glissent dans le quotidien et qui vont porter la personne qui les reçoit, la victime, à ne pas maintenir une bonne estime de soi, à et se remettre en question, à se positionner toujours dans cette posture de doute, du coup, envers elle-même, envers ses capacités, envers ses compétences, envers son essence même en tant que personne. Ces violences émotionnelles vont augmenter en intensité, en gravité, en allant jusqu'à la possibilité de humilier, offenser verbalement la personne, se positionner en tant que sachant vis-à-vis de choses que la personne aurait pu faire, identifier ses erreurs, la menacer quelque part par l'intimidation, des conséquences possibles, non pas de nos comportements en tant qu'auteur, mais de ses erreurs en tant que victime, qui vont faire que toute seule, quelque part, elle s'expose à ces conséquences. Nous, auteurs, on n'y est pour rien. On ne fait que lui souligner que son comportement, ses défaillances, ses difficultés vont de fait l'exposer à des conséquences. Les enfants vont plus l'aimer, les proches vont s'éloigner, et quelque part, tous les comportements qu'on est en train de mettre en place dans la position de l'auteur pour imposer ce contrôle et ce pouvoir envers la personne, on les repropose à la personne comme étant des conséquences de ses actions. Ce qui va venir détruire le fondement même de l'identité de cette personne. Et en crescendo, du coup, les violences psychologiques qui vont venir avec. Les violences physiques et sexuelles sur lesquelles on a peut-être une vue un peu plus complète du fait que c'est ce qui est plus visible dans l'immédiat, quoique les violences sexuelles dans la sphère familiale, c'est toujours un sujet qu'on va avoir du mal à pouvoir aborder, à pouvoir détecter, encore une fois pour cette normalisation des choses et des faits, des actes qui peut être porté. C'est un devoir de la femme ou de l'homme dans d'autres situations. Je vais beaucoup parler des femmes victimes pour une simple raison de pourcentage et de prévalence, mais bien évidemment, il n'est pas question, dans ce que je vais dire, d'exclure les autres victimes, hommes ou personnes homosexuelles, transgenres, etc., qui seraient confrontés à ce type de situation. Tout simplement, on parle plus de femmes parce qu'aujourd'hui, encore, on est dans une situation où le public auquel on a accès, notamment pour les recherches, est majoritairement composé de femmes. Certains processus, on commence déjà à voir qui sont similaires. Pour d'autres, il y aura besoin encore d'un peu plus de temps pour pouvoir mieux comprendre les différences. Donc on va parler de violences physiques, de violences sexuelles, mais également de tout le côté des violences économiques et financières. Donc toutes ces tentatives de couper la personne de possibilités de départ, éventuellement. Maintenir un contrôle sur son chéquier, sa carte bancaire, sur tout simplement son abonnement en transport pour qu'elle puisse se déplacer. La possibilité qu'elle ait à son nom des choses qui relèvent de biens de la famille, qu'elle pourrait du coup conserver et qui lui permettraient peut-être d'envisager un départ sur une base de meilleure stabilité, sécurité. Ce n'est peut-être pas la première question qui va se poser, mais c'est des questions qui tout au long, du coup, réduisent la possibilité de la personne de se projeter dans un ailleurs, parce que du coup, comment se projeter sans rien, vu que rien m'appartient ? L'ensemble du coup de ces stratégies, couplées à ce harcèlement continu que la personne va pouvoir subir,
permet du coup de nous représenter un certain panel d'indicateurs sur lesquels il va falloir être sensible par rapport à l'accueil de ces victimes, pour les professionnels qui sont directement confrontés à ça, donc savoir entendre également des parts de récits qui relèvent de ces sphères et de ces indicateurs-là, mais également pour les professionnels qui ne sont pas directement dans une position d'accueillir des personnes qui se définissent en tant que victimes, mais qui rencontrent des personnes potentiellement victimes dans d'autres contextes. Ça devient des indicateurs de repérage et de sensibilité sur lesquels il est important de travailler. Et parfois, il est important, parfois non tout le temps, il est important de travailler sur ces indicateurs avec un spectre très large de professionnels, parce que ce n'est pas forcément et systématiquement les personnes les plus pertinentes par rapport au problème qui vont être les plus en mesure et les plus en capacité de repérer ces violences. Parfois, on peut avoir des témoignages, alors les généralistes certainement, mais les dentistes, les pédiatres, les professionnels qui côtoient la personne victime dans le champ de son travail, qui remarquent du coup des gestes, des actions ou des absences, des comportements qui peuvent éveiller ce doute par rapport à la présence d'une violence au sein de la famille et qui peuvent constituer du coup un élément essentiel pour aider cette personne à prendre conscience quelque part et l'orienter vers les professionnels les plus compétents. Le violentomètre qui vous a été remis dans les petites pochettes d'accueil ce matin, et qui est un outil que vous connaissez tous, du coup permet d'avoir des indicateurs très simples, compréhensibles pour des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas spécifiquement dédiées dans leur travail au quotidien à l'accueil de ce type de situation, parce que ça permet de poser des questions et de se poser des questions sur des choses qui très souvent passent inaperçues. Est-ce qu'il se moque de vous? Est-ce qu'il vous donne l'impression que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions? Est-ce que il prend toujours les décisions à votre place? Comment ça se construit du coup? Est-ce que vous pensez que si vous changez, votre partenaire changerait également? Est-ce que vous en êtes à penser que ce qu'il décide est mieux parce qu'il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin? Donc c'est un outil précieux pour le repérage par notamment les non-experts, les non-professionnels. Si on veut parler des facteurs de risque plus précisément, on sait que, bien évidemment, l'approche la plus convenable, l'approche la plus convenable est une approche multifactorielle, une approche pluridisciplinaire. Bien évidemment, on a des facteurs de risque qui sont liés à l'auteur. On a des facteurs de risque qui tiennent plutôt à la victime. On a des facteurs qui sont relationnels et qui viennent de l'interaction entre ces deux personnes. Et on a des facteurs qui sont sur des sphères communautaires, sociales plus larges. Bien évidemment, quand je parle d'un facteur de risque, je parle d'une caractéristique qui est associée, parfois statistiquement, si je regarde mon angle de vue, plus grandement à la probabilité d'être victime ou auteur de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Un facteur de risque n'est pas une cause en soi, c'est quelque chose qui est plus fréquemment associé, et bien évidemment, il n'y a aucune intention de blâmer qui que ce soit, notamment les victimes, en parlant de facteurs de risque associés à une condition de victimation. Ce n'est pas une responsabilité, ce n'est pas une culpabilité de la victime que de pouvoir se dire qu'il y a certaines situations dans lesquelles la personne se trouve et qui vont interagir avec sa façon d'être, sa personnalité, son identité, d'autres expériences qu'elle a vécues au cours de sa vie et qui font que certaines choses résonnent plus, que d'autres soient moins visibles dans l'immédiat, qu'on soit plus sensible quelque part à certaines situations, ou que parfois, pour le fait d'en avoir vécu tellement déjà en amont, on ne repère pas tout de suite des signaux d'alerte qui auraient fait réagir une autre personne et qui, nous, là, en ce moment, ne nous font pas réagir forcément de la même façon. C'est en parlant de ces facteurs de risque, du coup, qu'on va voir ce qui ressort dans plusieurs revues de littérature, que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir ce type de violence. Non pas par leur responsabilité ou par un manque de quoi que ce soit, mais parce qu'elles sont également plus susceptibles d'avoir subi des violences dans la sphère familiale en étant enfants, et des violences tout au long de leur vie dans la sphère sociale collective, parce qu'elles sont plus fréquemment exposées
à un grand nombre d'événements défavorables qui viennent du coup constituer quelque part une composante de leur personnalité, de leur attitude, de leur comportement qui va jouer sur certains choix relationnels aussi. Les conséquences, bien évidemment, sont des conséquences qu'on observe à 360 degrés et qui nous permettent aussi de se rendre compte que certains facteurs de risque sont des facteurs de risque qui concernent tant les victimes que les agresseurs. Le faible niveau d'instruction, l'absence d'accès à des lieux de culture, d'information, de connaissances est un facteur de risque parce que ça implique de l'isolement, tant pour les auteurs que pour les victimes. L'exposition à des formes de maltraitance et à des expériences défavorables pendant l'enfance est un facteur de risque tant pour les victimes que pour les auteurs. Autant on retrouve des trajectoires de victimisation répétées pour les victimes qui, parfois, dès l'enfance, ont vécu dans des contextes défavorables, tant on retrouve ces mêmes trajectoires du côté des auteurs. Donc pouvoir prendre acte de cette information-là et l'utiliser de manière différente, bien évidemment, dans l'accompagnement des uns et des autres, devient essentiel pour ne pas cliver les deux parties dans ce champ-là et se dire que si l'un existe, c'est par l'existence de l'autre et que dans le cercle de ces violences, les facteurs interagissent et donc il est important de tout prendre en considération. L'existence de troubles de la personnalité ou de formes de mal-être psychologique est également un facteur commun. Ça ne sera pas les mêmes troubles, ça ne sera pas les mêmes formes de difficultés. On va plutôt retrouver des configurations type troubles antisocial du côté des auteurs, mais également des personnalités qui seront plutôt des personnalités vulnérables, dépendantes du côté des victimes. Ce n'est pas des généralités, ça ne correspond pas à 100% aux personnes que vous allez rencontrer, mais c'est important d'avoir un peu sur le fond, du coup, ces questionnements-là, pour pouvoir se les poser avant d'envisager, de projeter, de préconiser des formes d'intervention. Tous les facteurs qui relèvent de la communication et de la relation au sein du couple. L'image et la représentation des uns et des autres au sein de la famille. Les normes collectives, quelque part, qui gèrent le fonctionnement de cette famille-là. Est-ce qu'il y a quelque part, dit ou non dit, cette idée que c'est l'homme qui doit porter le nécessaire financier au maintien de la famille? Est-ce qu'il est dit quelque part que c'est la femme qui doit plutôt s'occuper des enfants, implicitement ou explicitement? Est-ce que c'est cette femme qui renonce à des choses pour compenser quand il y a des besoins dans la sphère plutôt interne, alors que c'est l'homme qui s'expose plutôt sur la sphère externe? Comment les deux arrivent à trouver un accordage sur les styles d'éducation, sur la modalité de gestion des enfants, par exemple, ou d'autres problèmes au quotidien? Quelles sont les croyances relatives à le fonctionnement d'une famille? Qu'est-ce qui fait qu'on se définit comme une famille unie? Quelle est l'image de cette famille qu'on va montrer à l'extérieur? Et encore au-delà de ça, il y a des facteurs qui relèvent du coup de ce que la société, plus ou moins explicitement ou implicitement, propose comme cadre de référence, comme schéma pour lire, interpréter, comprendre ce qui est autour de nous. Il y a donc un certain nombre de questions ouvertes qui, en fait, sont des questions, mais sont également des axes sur lesquels on va faire, en tant que professionnel, des va-et-vient. On va s'intéresser à la vulnérabilité individuelle, mais pas que. On va la regarder dans le champ de la conjugalité, de la relation de couple, ou encore plus largement dans le champ de la famille. Et on va s'intéresser à la direction de la violence au sein de la famille avec une démarche qui sera plutôt une approche critique. Parce qu'on va, à certains moments, dans certaines phases, plutôt avoir intérêt à décortiquer les enjeux interpersonnels. Peut-être dans une phase où la personne n'a pas encore réussi à faire le pas pour se séparer, partir. Et donc, on va essayer de trouver des stratégies et des modalités pour comprendre et interpréter ce qui se passe dans la relation au niveau interpersonnel. Il y a des phases, des moments où on va plutôt s'intéresser aux facteurs de vulnérabilité et de difficultés individuelles pour accompagner la personne, pour trouver des ressources qui vont venir aider dans la gestion de ces vulnérabilités. Il y a des moments où on va faire un pas de côté et on va regarder tout ça avec un prisme plus large, qui est celui social. Le fait de choisir, à un moment donné, ou dans des phases données de notre travail, de se positionner dans chacune
dans chacun de ces axes ne veut pas dire qu'on va opérer un processus de réduction et qu'on nie l'existence des autres facteurs. Il serait impossible de tout prendre en compte en même temps et il ne serait même pas souhaitable d'un point de vue de l'efficacité de ce qu'on va faire. Donc en fonction des questionnements et des urgences à l'instant T, on va choisir, tant pour les professionnels que pour les chercheurs, que pour les politiques et les législateurs. Ceux qu'on a rencontrés ce matin sont particulièrement sensibles à ça, mais il y a encore de l'évolution à faire au niveau national, international, de se situer sur un de ces pôles et d'ouvrir un prisme qui va nous permettre de regarder les choses d'une certaine façon sans exclure l'existence de tout reste. Du coup, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui me reste, je ne sais pas combien vu qu'on a pris un petit peu de retard, mais vous me direz, M. Brésillan, quand je dois faire plus vite, c'est de passer en revue un certain nombre de facteurs qui nous permettent d'analyser le phénomène avec des théories qui vont avec. Bien évidemment, en garde en tête du coup l'idée que quand je parle de l'un des facteurs, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Globalement, si on veut essayer de résumer, on a des approches un peu explicatives qui ont développé tantôt le rôle des facteurs individuels, tantôt le rôle des facteurs sociaux. Et en particulier, on a l'attention à des variables plutôt individuelles et des vulnérabilités en lien avec la personnalité et la construction de cette personnalité. Parfois, on a des variables qui sont plutôt liées à la conception des violences dans la société et à la gestion des interactions au sein de la famille. Et parfois, on a également des études qui se concentrent sur des variables en lien avec la gestion des moments de crise, la gestion des affects, la gestion des comportements et des interactions avec l'autre. On va essayer de détailler un peu plus. On commence avec les facteurs individuels, du coup, des fragilités psychologiques qui ont été identifiées pour les auteurs de violences intrafamiliales et qui, du coup, impactent parfois par similarité, parfois par opposition. Donc on retrouve les mêmes vulnérabilités ou des configurations qui font que cette vulnérabilité vienne se crisper du côté de la victime, avec l'idée d'une immaturité affective, donc d'une difficulté à pouvoir comprendre et interpréter les affects. On y reviendra tout à l'heure. L'impulsivité, un style de relationnel plutôt dépendant, avec, de l'autre côté, un style plutôt évitant, dépendamment des cas. Des carences affectives tout au long de la vie, un développement en lien avec des expériences défavorables, une faible estime de soi. Ce niveau premier de recherche des vulnérabilités individuelles, du coup, nous satisfait, mais nous satisfait que partiellement, parce qu'on voit qu'il manque quelque chose. On a les petites choses qui sont posées au cours de la vie de la personne, qui peuvent avoir des conséquences, mais il nous manque le champ plus global. On va donc pouvoir s'intéresser également à tout ce qui relève de facteurs plutôt en lien avec une construction sociale, mais qui impactent sur le fonctionnement de l'individu. On va parler dans ce champ-là plutôt de théories implicites, de distorsions cognitives, et pour ça également de mythes de légitimation. Quand je parle de théorie implicite, ça ne concerne pas que les violences intrafamiliales ou conjugales. On a des théories implicites pour tout ce qu'on vit au quotidien. C'est plutôt des systèmes de croyances qui se construisent au fil du temps et qui font que la personne, une fois qu'elle a acquis ces théories, elle les utilise comme si c'était une théorie scientifique. On croit à cette théorie-là et du coup on se comporte en conséquence. Ces théories viennent constituer en fait les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, avec lesquelles on interprète le monde et les comportements des autres. On va donc pouvoir se dire, si cette personne-là, cette jeune fille que j'ai rencontrée a utilisé de l'alcool, a bu un peu trop au cours de sa soirée, c'est qu'elle est disponible sexuellement, parce que peut-être elle a envie d'eux et elle a consommé de l'alcool pour lâcher prise. La corrélation entre les deux n'existe pas. Il n'y a aucune possibilité de lier ces deux faits d'un point de vue psychique ni comportementaux, mais implicitement, je me dis que l'un est lié à l'autre parce que j'ai construit ces lunettes au fil de mes expériences, de par également les vulnérabilités qu'on a citées tout à l'heure. J'ai construit ces lunettes qui font que je regarde au comportement des autres d'une certaine façon et que je les interprète d'une certaine façon.
La manière dont une personne est habillée est un indicateur de sa valeur. Donc, être habillé d'une certaine manière indique une certaine plus ou moins grande disponibilité, comme si on pouvait mesurer par les centimètres de longueur d'une jupe les désirs, envies, modalités relationnelles d'une personne. Et donc, on crée ce raccourci, ce schéma de pensée qui fait que on va attribuer des choses à l'autre sans que ces choses-là relèvent réellement quelque part de la relation. Donc on a un intérêt à s'intéresser à ces théories implicites et aux distorsions cognitives qu'elles provoquent. Le fait de se dire que les centimètres de la jupe sont un indicateur de quoi que ce soit est une distorsion cognitive. On va attribuer une pensée consciente à une personne et on va construire une pensée sur la base d'un élément de base qui est faux. Et on va légitimer le comportement, encore une étape successive, à partir de ça. Les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes sont objets d'un certain nombre d'attitudes et de croyances qui tentent de légitimer ces violences-là. Ces croyances-là sont très stéréotypées, généralement fausses, je ne vais pas vous l'apprendre, mais très largement adoptées. Et non seulement adoptées par les agresseurs, mais adoptées, identifiées et quelque part de manière très insidieuse, ancrée également dans nous tous. Parce que, malgré le travail qu'on peut faire pour déconstruire ces croyances, c'est des croyances qui font partie du système social au sens plus large dans lequel on a baigné, on a grandi, on a été exposé à un certain nombre d'informations en provenance de nos familles, des médias, des politiques, de la société, qui font que tout le monde est exposé à ces croyances et tout le monde a un degré d'adhésion plus ou moins forte à ces mythes et à ces théories implicites. Donc le travail avant tout qui peut être fait par le professionnel est de déconstruire en soi-même ces stratégies et ces schémas qui le portent parfois à minimiser certaines observations parce que de fait c'est entre guillemets normal et à ne pas considérer certains signes comme des signaux d'alerte parce que ça se passe tout le temps comme ça. Encore plus grave, à rendre ces signes-là à considérer ces signes-là comme des signes d'une responsabilité de la victime, à faire peser sur la victime des actions, des comportements qui ne seraient pas de fait en lien avec sa propre responsabilité, mais avec notre façon d'interpréter les choses. Les résultats des recherches qu'on peut voir, auxquels on a accès aujourd'hui, montrent que croire, légitimer ces mythes et ces schémas de pensée portent à minimiser la gravité pour les victimes des faits auxquels elles sont exposées, tend à minimiser la prévalence des faits de violence conjugale. Donc les personnes qui disent oui, bon, aujourd'hui on en parle beaucoup parce que c'est à la une des médias, parce que la politique, mais finalement ça a toujours existé, c'est juste qu'on en parle plus, le phénomène n'est pas si important que ça. Des discours que vous pouvez entendre parfois même dans nos salles de pause. Il ne faut pas aller trop loin. Donc on va minimiser la prévalence, minimiser la gravité, tenir les victimes comme responsables de ce qu'elles subissent et quelque part, du coup, trouver des excuses, exonérer l'auteur d'une part de responsabilité par légitimation de certains comportements. Si on se penche un peu plus, du coup, sur ces stratégies de justification et de légitimation, on retrouve des justifications qui sont liées d'une part à des questions de genre. La femme doit respecter un certain nombre de critères. Il y a des attentes envers le rôle de la femme, en tant que conjointe, en tant que mère. Et donc l'auteur aurait fait 3 petits points, mettez-vous ce que vous pensez, parce que la femme n'a pas été à la hauteur de ses attentes et de ses missions en tant que femme, que mère, que conjointe. Il y a un autre type de justification qui serait plutôt lié à un état par nature des femmes et des hommes, le classique sexe fort, sexe faible, qui fait que les unes soient plus exposées que les autres, que les hommes aient une tendance par nature à utiliser plutôt des moyens qui relèvent de la force par rapport aux femmes qui seraient plus émotionnelles, qui seraient plus enfermées, qui seraient plus tournées vers l'introspection alors que l'homme est plutôt tourné vers l'impulsivité. Moyen, encore une fois, de minimiser, de justifier, etc. Une autre catégorie
c'est justifié par des questions en lien avec le système, le droit, la nature. Donc c'est le devoir du conjoint, c'est la religion qui, c'est le système de pouvoir qui, pour du coup justifier le recours à certains gestes et à certains comportements. On peut retrouver également une série de stratégies de légitimation, donc de justification en parallèle, qui sont liées à une question de responsabilité et de provocation. Oui, certes, lui, il a réagi d'une manière pas adaptée, mais il l'a quand même provoqué. Il n'aurait pas fallu qu'elle fasse ceci, il aurait fallu qu'elle fasse plutôt cela. De quelque manière, on inverse la responsabilité en portant une responsabilité, encore une fois, sur la victime, sans considérer du coup que ce qui reste, les faits, c'est le comportement qui a été porté par l'auteur. On peut bien évidemment, et on vient de le dire, évoquer un certain nombre de vulnérabilités qui appartiennent aux uns et aux autres, mais ça n'élimine pas et ça ne justifie pas les actes qui sont posés. Il y a également une série de justifications qui sont en lien avec des facteurs extérieurs qui feraient que l'auteur est lui-même une victime. Parce qu'il est victime d'un système, il est victime d'une histoire familiale triste, il est victime d'avoir subi lui-même des violences pendant sa vie. Il est victime d'un contexte professionnel stressant, donc c'est pas lui quelque part qui agit, mais c'est son histoire, sa dépression, son stress, sa colère, ce qui peut être vrai, bien évidemment, mais ce qui ne justifie pas, encore une fois. Donc utiliser ces notions-là, non pas comme des notions de facteurs de risque, mais comme des justifications, du coup, bloque la capacité à pouvoir intervenir sur ces situations parce que limite, voire ferme, toute possibilité de compréhension du phénomène. On a encore d'autres facteurs qui sont en lien, du coup, avec l'impulsivité, la reconnaissance des émotions. L'impulsivité, du coup, est considérée comme un des facteurs de risque principaux du passage à l'acte violent et du comportement violent et de récidive des comportements violents à l'encontre d'autrui. Mais ce n'est pas un facteur qui est typique aux violences conjugales intrafamiliales. C'est un facteur qui est absolument transversal, quelque part, et qu'on retrouve dans toute manifestation violente. Ce qui fait plus spécificité dans le cadre des violences intrafamiliales, c'est l'idée de trouver une corrélation entre cette impulsivité et des difficultés de régulation des émotions. La possibilité de reconnaître l'émotion que l'autre est en train de vivre et de le légitimer comme quelque chose qui a le droit d'exister, mais encore plus au fond, une notion d'empathie qui nous permettrait du coup de comprendre le vécu émotionnel de l'autre et de l'utiliser dans la relation. Attention à cette notion d'empathie, on a toujours tendance à considérer que la facette de l'empathie émotionnelle, donc je ressens ce que l'autre ressent, je peux me mettre à sa place, dans sa peau, pour comprendre qu'il est triste, qu'il est heureux, qu'il est en colère ou autre. Il y a également une facette d'empathie cognitive. C'est j'arrive à interpréter d'un point de vue purement rationnel, cognitif, ce que l'autre ressent, sans forcément avoir cette contagion émotionnelle que parfois on retrouve du coup dans les discours communs, mais qui me permet la compréhension. La capacité de nommer l'état émotionnel de l'autre, de le comprendre, permet également, en perspective, d'adapter ma réaction. Et donc de réagir et de réguler mes émotions en fonction non seulement de ce que moi j'éprouve, mais de ce que j'entends être le ressenti de l'autre et de ce que je comprends être le ressenti de l'autre. Je peux ne pas du tout éprouver et ressentir ce que l'autre ressent, mais je peux le comprendre. Et cette compréhension est déjà une base, du coup, pour la régulation émotionnelle. Dernière notion à laquelle, du coup, je vais m'intéresser est la notion de contrôle coercitif. Très souvent, régulièrement, on associe, quand on parle du champ des violences intrafamiliales, des violences conjugales, le terme d'emprise. D'un point de vue purement scientifique, même si j'entends bien que c'est un terme qui est d'usage dans le monde professionnel, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de définition d'un construit d'emprise qui serait en lien avec les comportements de l'auteur, notamment. L'emprise est plutôt le ressenti de la personne, c'est plutôt ce qui va émerger
de ce que la personne croit et entend comme étant nécessaire pour définir sa position. Ce qu'on observe de l'autre côté, l'autre facette de la médaille, c'est le schéma de conduite calculé, de contrôle de la part de l'auteur, qui va engendrer à long terme l'emprise, ce qui va empêcher la personne victime, du coup, de se dégager de ce comportement. Mais c'est le schéma répété de contrôle coercitif sur les interactions, sur les comportements. Et c'est ce contrôle coercitif qui, du coup, est un des prédicteurs majeurs des violences à l'encontre des femmes, et notamment des formes plus graves, type les féminicides à l'extrême. Mais vous savez très bien que l'escalade des violences n'en va pas que de là. Ce mécanisme de contrôle coercitif a l'avantage, quelque part, en tant que construit théorique, non seulement de nous permettre de désigner les comportements, donc le recours à la force comme moyen de maintenir le lien, le recours à la menace, le recours à l'humiliation, le recours à toutes les stratégies de contrainte, à une obéissance implicite de la part de l'auteur vers la victime, mais a également l'avantage de nous permettre de regarder ce qui se passe après la séparation, après que la personne ait choisi de quitter le domicile ou le contexte des violences. Parce qu'en effet, dans la pluralité des formes de violence qui sont intégrées dans cette notion de contrôle coercitif, il y a également toutes les manières, modalités de maintenir un lien contrôlant avec la victime après qu'elle ait décidé de quitter le domicile. Et notamment, du coup, toutes les stratégies de contrôle qui relèvent de la gestion des enfants. Je ne ferai pas, parce qu'on n'a pas le temps, tout un exposé sur les conséquences pour les enfants, mais les stratégies de contrôle de la victime, de la femme victime, qui passent par le biais du contrôle et de la manipulation des comportements des enfants, des droits de visite, l'accord ou le désaccord sur la simple gestion d'un suivi médical, la nécessité de passer par le consentement du conjoint violent. On a vu des avancées législatives ces derniers temps sur ces faits-là, mais c'est des modalités pour lesquelles peut se maintenir, et très souvent se maintient malheureusement, une forme de contrôle envers la victime, qui même en ayant fait le choix de prendre les distances, du coup ne peut pas se défaire de ce lien-là par ce fil du contrôle qui passe par ses enfants. Petit clin d'œil à une notion qui n'en est pas une, mais que vous connaissez certainement et qui revient systématiquement, cette notion d'aliénation parentale. Je vous laisserai faire. Non, elle n'est pas du tout validée scientifiquement. Il n'y a pas lieu d'être ni théoriquement, ni par les résultats de la recherche. Donc on ne va pas prendre du temps pour ça, mais je vous laisse faire le lien en regardant cette notion-là comme étant l'autre facette, du coup, du contrôle et une conséquence du contrôle, une instrumentalisation de certaines formes de contrôle par le déploiement de cette notion-là. Pour conclure, du coup, je vais juste vous dire que l'accompagnement et, avant cet accompagnement, le repérage des signes de violence doit se faire de manière très très large. Il y a certes tous les signes qu'on connaît d'un point de vue physique, les signes cliniques, les signes fonctionnels, mais également sur le champ professionnel, tous les signes psychologiques, les états d'anxiété, l'anxiété de prestation au travail non motivée par les performances, les absences répétées au travail ou à l'école des enfants, mais également un certain nombre de stratégies dans la démarche de soins, dans des démarches d'accompagnement, dans des démarches de construction de soi dans d'autres sphères sociales qui doivent devenir des secteurs et des signaux d'alerte pour non seulement les professionnels directement concernés, mais également pour l'ensemble des personnes qui pourraient être en lien avec ça. Et tout en dernier, je ne vais pas du tout me concentrer sur ça parce qu'on n'aura pas le temps, mais si on peut juste montrer la dernière diapositive, parce qu'en effet, l'idée c'est de travailler sur les précurseurs, mais vous pouvez avancer jusqu'à la fin. Il est de devoir, en ma position du coup, de vous dire que dans votre champ professionnel, le fait d'être exposé en permanence, systématiquement, de manière très frontale, parfois très forte, violente, il faut le dire, à tout ce qui peut arriver et ce qui peut être dit du côté des auteurs comme du côté des victimes, vous expose également
à des difficultés, à des formes de traumatisme. Et donc, il est important non seulement de se former, ce que vous êtes en train de faire, pour mieux travailler, mais également de prendre du temps pour des supervisions, pour des accompagnements, pour déconstruire tout ça et pour vous permettre du coup d'être mieux dans votre fonction et ne pas subir les conséquences directes et indirectes, parce que parler traumatisme vicariant, du coup, n'est pas juste un concept. Et les professionnels de France Victime, entre autres, tout récemment, ont participé à une recherche promue par une des étudiantes de notre master qui montre que les niveaux de détresse psychologique par les professionnels qui sont exposés au récit des victimes est très élevé et que des démarches telles que la supervision ou d'autres formes d'accompagnement sont strictement nécessaires pour vous permettre d'assurer au mieux, du coup, votre mission auprès du public. Merci beaucoup. Merci Madame Guarnaccia. Je vous remercie pour tous ces jalons que vous nous avez... Mais je vous invite à rester, puisque je vous remercie d'avoir accéléré un petit peu, ce qui laisse un petit peu de temps d'échange avec la salle. J'appelle mes collègues de l'équipe de France Victime pour passer 2 micros dans la salle. Nous avons la possibilité de répondre à quelques questions. Vous avez déconstruit quelques concepts qui ont la vie dure. Vous nous avez donné aussi des jalons de positionnement professionnel, de positionnement personnel et professionnel. Vous nous avez aussi donné quelques clés pour identifier les facteurs. Tout ça en un temps très concis. Merci beaucoup. J'imagine que tout cela suscite écho dans la pratique professionnelle des assistants de services sociaux, des collègues associatifs. Pour ma part, effectivement, l'identification des différentes sphères, des différents axes, comme vous les avez nommés, sur lesquels on va pouvoir effectivement porter attention pour identifier une potentielle situation de violence intrafamiliale, c'est quelque chose qui effectivement fait écho et va pouvoir, j'imagine, être mobilisé dans la pratique de bien d'autres professionnels. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une première question à Madame Guarnaccia ? Est-ce qu'au cours des entretiens que vous menez les uns et les autres avec les usagers de vos services publics respectifs, avec les potentielles victimes ou les victimes que vous rencontrez, vous avez eu à faire face à différents types effectivement de coercition, que ce soit par exemple au niveau économique, des choses qui, juste dites au cours d'un entretien, font comprendre qu'effectivement, là, on utilise le moyen économique, le compte en banque pour faire pression, ou qu'on utilise la relation avec les enfants pour faire pression. Est-ce que ce sont des choses qui font écho à vos pratiques ? À des situations particulières, éventuellement ? Est-ce que ça fait penser à des personnes reçues récemment ? De ma pratique professionnelle personnelle, j'ai le souvenir effectivement de situations où c'est simplement un petit effleurement en fait de la coercition qui a pu être mise en place, qui est délivrée par la personne. En 2-3 mots, effectivement, on comprend que tiens, là, il y a un achoppement, effectivement. C'est bizarre, le pouvoir que semble avoir le conjoint au niveau économique où effectivement c'est bizarre cette relation parentale inégale après une séparation. Et c'est à ce moment-là qu'en posant 1 ou 2 questions, on s'aperçoit qu'en fait le bizarre il s'étend beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé, et que la personne qui était venue avec éventuellement une problématique qui n'était pas celle d'un acte de violence intrafamiliale va ensuite dire mais en fait vous savez il y a un contexte derrière, ça fait des années qu'il y a quelque chose et là je commence éventuellement à en sortir.
c'est un petit peu la mécanique intime que nous exposait Maria tout à l'heure. Et je suis sûr que voilà, ça vient effectivement faire écho aux pratiques professionnelles des uns et des autres. Bon, s'il n'y a pas plus de questions... Ah, la première question est toujours un petit peu difficile. Merci. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Vous nous avez dit voilà, qu'il y a pas mal de systèmes de croyances, de distorsions cognitives qui sont présentes. Néanmoins, voilà, on voit que ces derniers temps, on essaye de faire bouger les lignes. Néanmoins, on voit que c'est assez compliqué. Du coup, est-ce que vous auriez des pistes à nous proposer ou un système d'explication qui fait qui nous explique pourquoi c'est si difficile de faire bouger ces théories implicites? Là ou là, c'est... Les deux sont actifs. Ok. Faire bouger est un processus qui est très long. Du fait, vous devez mettre ça en perspective avec le temps que ces théories ont mis pour être construites. On ne peut pas imaginer de déconstruire en quelques années. Ça ne fait que 16 ans, nous disait tout à l'heure le préfet, que certaines choses sont reconnues en tant qu'atteinte à la loi, qu'en tant que crime, en tant que fait pour lesquels il y a des conséquences pénales. On ne peut pas imaginer, du coup, de faire basculer les systèmes de croyance en si peu de temps. Identifier et nommer clairement les choses est une première stratégie. Il y a des échelles, par exemple, sur les mythes de légitimation. Il y en a sur les violences sexuelles, mais il y en a également sur les violences conjugales, qui posent des questions qui parfois font réagir même des personnes qui n'ont aucun soupçon de violence agie, parce que ces personnes-là se rendent compte que finalement, alors je ne mettrai pas, imaginez l'échelle classique de 0 à 5, peut-être je ne mettrai pas 5, mais c'est quand même pas 0. Et du coup, rien que le simple fait de se dire je ne mettrai pas de manière automatique 0 à cette question, mais quand même parfois, de temps en temps, oui, ça peut m'arriver d'utiliser ce processus-là. C'est déjà grave, entre guillemets, par rapport à l'ancrage de ces stratégies-là. Et donc, travailler sur le fait de nommer ces mythes, de les identifier, de pouvoir les reconnaître, de pouvoir se dire qu'on y est exposé également, que ce n'est pas parce qu'on a une formation. Tout à l'heure, Maria parlait des psychologues qu'elle a rencontrés. On a récemment fait une enquête par la ville de Rennes qui s'intéressait aux besoins, aux attentes des victimes et du coup quelles étaient aussi leurs remarques, observations par rapport au type d'accompagnement desquels elles ont pu bénéficier. Et il en ressort un panorama assez tragique de mon point de vue de psychologue sur la formation et la sensibilisation des personnels et des professionnels des différents services parce que souvent, les premières remarques, en première intention, font laisser entendre à la victime qu'on ne lui croit pas tout à fait, ou qu'on va lui croire, mais qu'il y a aussi quelque chose. Donc pouvoir le dire dès la formation initiale et tout au long de la formation des professionnels me paraît la première stratégie. Et après, l'accompagnement, la supervision, parce que de fait, un professionnel qui se rend compte d'être exposé et de acter parfois des choses qui sont plus dues à des schémas de comportement, à des mythes, à des stratégies et à des distorsions cognitives qu'à un réel fondé de ces observations, et un professionnel qui va vite être en difficulté. Donc c'est un professionnel qu'il faut aussi accompagner et suivre dans ce processus de déconstruction. Donc d'une part, se référer aux outils, pouvoir schématiser nous aussi les choses, pouvoir les nommer, et d'autre part, accompagner tout le long, ne pas se dire que si on est dans cette position-là, c'est qu'on a mis de côté tout ce qui relève des conditionnements qu'on peut avoir, mais qu'on est baigné dans ça, malgré nous parfois, et donc ne pas lâcher cette affaire-là une fois qu'on est en poste, par exemple. C'est pas confortable quand on est professionnel d'entendre ça, faut le dire clairement. Mais il faut le dire. Oui. Ça nous remet en question, mais ça veut dire que c'est le questionnement perpétuel qui permet effectivement de sortir de ces théories implicites. C'est le fait effectivement de continuer cette démarche
parce qu'effectivement, on est exposé très fortement, et puis dans certains milieux, le milieu judiciaire par exemple, on va être exposé à des théories particulières, des théories implicites particulières. Donc, d'autant plus, il va falloir travailler et se remettre soi-même en question par rapport à son propre positionnement professionnel. Ces théories, parfois, je rebondis, peuvent nous servir également de mécanisme un peu de défense et de protection par rapport à l'impact de ces violences-là et par rapport, et je parle du coup notamment à la partie des femmes dans cette salle, à l'idée qu'on pourrait être nous-mêmes exposés à ça. Et parfois, on se rassure en disant que non, parce que du coup, moi, je ne suis pas comme ci, moi, je ne suis pas comme ça, ce qui fait que je suis quelque part pas à risque. De l'autre côté, du coup, on attribue une responsabilité aux personnes qu'on rencontre sans le vouloir, pour se protéger, pour se défendre, ce qui est un processus tout à fait naturel. C'est ce qui nous permet de tenir, notamment dans des moments de tension, de surcharge de travail. Je pense là aux mois de confinement, etc., dans lesquels on a été pris par des tailles et des intensités de situations très importantes. Mais ces mêmes mécanismes de défense, du coup, jouent un rôle dans les accompagnements qu'on peut proposer. Effectivement, ces mécanismes, on peut les porter en soi, alors même qu'on est capable de les voir chez les autres. Quand on est capable de voir qu'un discours du type « elle l'avait bien cherché », a priori c'est un mécanisme de défense, ça ne veut pas dire que moi-même j'en suis pas forcément porteur et que, pas forcément le même, mais que je ne dois pas faire attention à mon propre positionnement professionnel. Donc effectivement, il y a tout un travail perpétuel qui va nous aider tous à vraiment prendre en compte effectivement les signaux que peuvent nous envoyer les personnes que nous recevons. Est-ce que ça fait émerger d'autres questionnements, Je suis désolé, la lumière... Alors si un micro peut être passé, ça doit être le 1, 2, 3, 4e ou 5e rang en partant du haut. Alors il y a une question par ici aussi. Ah, eh bien, je vais dire à ma gauche d'abord, et puis ensuite la personne à ma droite, et ensuite on revient à gauche parce que je crois qu'il y a 2 personnes. Je vous en prie. Bonsoir, je travaille en maison d'arrêt. Bonjour, pardon. C'est parce que nous sommes dans le noir. Je travaille en maison d'arrêt et ce que l'on voit beaucoup, ce sont quand même des failles narcissiques très 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 fortes chez les auteurs de violences, des failles qui remontent à très très loin. Et moi, il y a quelque chose que j'attends et que j'espère qu'on va entendre, c'est que si on veut, autour de cette question de la violence, travailler vraiment quelque chose, il va peut-être falloir qu'on prenne en compte et qu'on mette en place des choses dès la toute petite enfance. J'entends enfant de moins de 3 ans. Et si on veut... tout à l'heure, une personne demandait, mais ça met du temps. Mais oui, parce que ça se construit tout petit. Et voilà, moi, j'espère qu'on va entendre quelque chose sur l'idée que la violence, elle n'arrive pas comme ça un jour, et qu'elle se construit, et que ça commence vraiment chez les tout-petits, et que c'est de là. Bien sûr que tout ce qui est mis en place, mais mais voilà, je me dis, pensons un peu à la prévention et à la construction identitaire, et voilà. Merci. Je vous remercie pour cette remarque et vous faites un très joli pont à l'intervention de clôture que donnera Monsieur Cyrulnik. Donc restez avec nous. Vous prêchez une convaincue de mon côté, mais bien évidemment, ce n'était pas la mission qui m'était confiée ce matin, sachant qu'il y a une excellente intervention plus tard sur ça. Alors il y avait une question par ici, je suis désolé, la lumière face à moi ne facilite pas le repérage des mains levées. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Je vous en prie, merci pour votre question, allez-y. Merci madame pour votre intervention. Sur la diapositive qui reste affichée, moi ça me parle pas mal, sur le traumatisme vicariant et les traumatismes secondaires chez les professionnels et sur la nécessité de supervision systématique des professionnels. En l'absence de supervision, à votre avis, quelle est la durée de vie d'un professionnel? Et j'ai l'impression que le professionnel qui est traumatisé perd son empathie et donc perd la compréhension aussi de ce qu'il peut voir dans la personne qui l'accompagne et donc dans son efficience, et quel est le rythme de supervision que vous préconiseriez pour pouvoir durer?
je ne suis pas sûre que ce soit opportun que je réponde à cette question si je veux être à nouveau invitée à participer à ce type d'événement. Mais la durée de vie d'un professionnel qui n'est pas accompagné est très courte. En tout cas, la durée de vie d'un professionnel efficace, d'un professionnel qui fait son travail d'une manière positive, et pour les personnes qui l'accompagnent, et pour soi-même, parce qu'il faut aussi qu'on conserve cette notion de bénéfices et de croissance qu'on peut avoir vis-à-vis de ce que notre travail nous apporte. Donc peut-être que c'est un professionnel qui va rester sur son travail longtemps, même si on sait que les niveaux de turnover dans ces postes-là sont quand même assez élevés, mais c'est un professionnel qui au fil du temps va perdre en efficacité. Et je ne parle pas d'une notion d'efficacité purement comptable, le nombre d'entretiens qu'il va pouvoir faire, le nombre de suivis qui vont aller à bonne fin en fonction des critères que chacun va faire, donc les récidives, etc. Mais de suivis qui vont être constructifs pour les personnes accompagnées. Parfois, pour certains, une avancée très très petite qui n'est pas considérée comme un indicateur d'efficacité par l'institution, par exemple, est déjà une avancée très grande et donc c'est quelque chose qui est efficace et productif pour la personne. La supervision en soi, on a des repères théoriques, mais après, tout dépend de la taille de l'équipe, du type de professionnels qui sont inclus. Donc, est-ce que c'est une supervision qui est consacrée à des professionnels d'une seule sphère, donc que pour les psychologues ou que pour les juristes, si je pense à votre configuration habituelle, ou c'est une supervision qui est consacrée à plusieurs professionnels? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'analyse de pratique, d'accompagnement individuel qui sont mis en place? Parce que ça peut aller de une fois tous les 15 jours à tous les 3 mois, mais ça dépend de quel est l'objectif, de pourquoi, comment on met en place tout ça, et de la taille du groupe, des effectifs, des autres expériences aussi que les professionnels ont. Et plus les équipes sont jeunes et variable dans le temps, plus il y a besoin de renforcer les dispositifs de protection pour que ça se mette en place correctement. Mais après, c'est que des repères et des indicateurs théoriques. Il faut caler ça et construire chaque projet pour qu'il soit le plus adapté possible au contexte réel. On peut encore prendre une question, à moins qu'on prenne la décision collective de ne pas faire de pause pour enchaîner. Non. Donc c'était unanime. Donc une question et puis ensuite une dernière question. C'était sur ma gauche, il y avait un retour de questions, je crois, à faire. Il y avait une main levée, à moins qu'on y ait répondu dans l'intervalle. Bon, dans ce cas-là, je vous propose une courte pause. Je vous remercie de bien vouloir respecter le format de 10 minutes.